Je crois que ce qui m'a guidée, c'est surtout un esprit de curiosité. Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Cela fait maintenant 4 mois que le podcast est lancé et on s'est dit qu'il serait intéressant de donner la parole à celles et ceux qui enrichissent leur pratique au quotidien et nous inspirent. Cette semaine, nous avons donc passé un moment très privilégié avec Marie Potel, Vice-President Legal pour la zone IMIA d'Estée Lauder. Marie nous décrit son parcours atypique qui laisse la part belle à la curiosité et la spontanéité. Elle partage sa passion pour le legal design, elle nous parle de toutes ces choses qui ne sont pas prêtes d'être automatisées et nous rappelle l'importance de trouver du sens dans ce que l'on fait, que ce soit au travail ou en dehors. On vous souhaite une très bonne écoute. Salut Philippe, salut Olivier. Salut Marie. On est ravis de te retrouver ici dans tes locaux. Nous, en fait, notre optique, c'était d'interviewer un certain nombre de personnes qui font un petit peu le changement dans la profession du droit. Alors, c'est peut-être un grand mot, mais on est certain qu'on est un petit peu au seuil de l'innovation. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un salon des Legal Tech, il y a beaucoup de startups, mais il y a aussi des directeurs juridiques et des directrices juridiques qui changent au quotidien la manière de voir le droit aussi au sein de leur entreprise. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit qu'avec Olivier, ce serait sympa d'interviewer ces personnes-là. Et tu en fais donc partie. Oui, c'est aussi pour ça que tu es là. Alors, on va te présenter un petit peu, mais toi, tu as exercé en cabinet d'avocat, dans des grands cabinets, chez Allen Overy, chez Freshfields aussi, il me semble. C'est ça. De par le monde, parce que tu as été à Londres et aussi en Amérique du Sud, hein, c'est ça ? Au Mexique. Amérique centrale. Donc déjà, ça fait quand même une sacrée culture. Je pense qu'en termes d'exercice professionnel, c'est une force d'adaptation qui a dû te forger. Je crois que ce qui m'a guidée, c'est surtout un esprit de curiosité qui fait partie vraiment de ma personnalité. Et ça a aussi guidé mes choix professionnels de façon assez simple et pas tellement calculée. Et notamment, le départ au Mexique était assez... pas rocambolesque, mais en tout cas pas spécialement préparée. Et au final, ça a été une expérience réellement fantastique et j'ai jamais regretté ce choix. Donc pas forcément tout est calculé avec une extrême rigueur, mais ça reste une belle opportunité et t'en as tiré beaucoup de choses, j'imagine. Ouais, moi je crois qu'au final, ce qui se dégage de mon parcours, c'est que je fonctionne à l'envie, à l'enthousiasme, à la curiosité. Et c'est et ça m'a plutôt bien réussi parce que ça forge des belles expériences en fait. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. Alors c'est marrant parce qu'on s'était croisés il y a pas si longtemps et je me rappelle que tu avais eu des mots pour moi c'était assez curieux ce que tu disais, que tu avais exercé en cabinet et que pour toi à un moment tu estimais que la fête pouvait se passer aussi ailleurs. Tu as vu ce mot fête. Et c'était pour illustrer un petit peu le passage dans un autre type de structure, dans une entreprise dans laquelle toi aussi, et toi Olivier, tu exerces également. Qu'est-ce que tu as tiré de ce passage-là ? C'est intéressant que tu aies remarqué, que tu aies noté cette expression, parce qu'en effet, moi j'ai toujours été très gâtée dans les cabinets où j'ai exercé. J'ai travaillé avec des gens fantastiques et le cabinet auquel je faisais référence, en l'occurrence, c'était Allen Overy. J'ai toujours beaucoup d'affection pour ce cabinet et pour les personnes avec qui j'ai travaillé à ce moment-là. Mais il est vrai qu'en étant spécialisée en droit de la concurrence, avec en particulier donc, les personnes avec qui je travaillais à l'époque sur des secteurs extrêmement régulés et du coup sur des questions extrêmement pointues mais du coup aussi très étroites, j'avais cette impression très paradoxale que mon cerveau rapetissait. C'était assez bizarre et en effet de rater un peu la fête qui devait se passer ailleurs avec plein d'autres sujets plus vastes, plus d'ampleur, et c'est ça que j'ai eu envie de découvrir. Et il m'a semblé qu'en effet l'entreprise était sans doute le lieu de non plus l'expertise technique mais de l'ampleur, la largeur des sujets traités. Donc ça a été en effet le sens de mon passage en entreprise. Ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine expertise non plus.
Tout à fait. Défendre le côté entreprise, je suis tout à fait d'accord. Alors, ce qui moi, m'impressionne dans ton parcours, c'est vraiment ton expérience à l'étranger. Pour moi, ça me remet en perspective une barrière qu'on s'est tous fixée et qui est celle de la nationalité du droit. Parce que moi, dans mon parcours, mais dans mes envies, je me suis aussi posé la question d'aller à l'étranger. Et c'est vrai que je me suis dit à un moment, non, en fait, moi, j'ai appris du droit français. Si je sors de France, ça va être très compliqué pour moi de trouver un poste parce que j'aurais pas la culture locale et du coup, je serais pas à même d'apprécier les règles du pays dans lequel je me retrouverai. Alors évidemment, ça se comprend complètement, hein, la nationalité du droit. Il est vrai que comme j'ai commencé déjà dans des cabinets internationaux, ça m'a donné cette facilité peut-être de passer d'un pays à l'autre. Tout simplement, dans mon premier cabinet, il était tout à fait normal à un moment d'être en détachement à Londres ou à Bruxelles, ce dont j'ai bénéficié du coup. C'était une forme de récompense après quelques années. C'est chargé, on va dire. Et voilà, donc déjà il y avait peut-être cette culture dans les cabinets anglo-saxons, et c'est sans doute la même chose dans les cabinets américains, où voilà, c'est assez facile finalement de passer d'un bureau à l'autre, en tout cas pour une période de temps donnée. Donc ça m'a peut-être aidée aussi. Mais sinon, je crois que j'ai eu aussi la chance d'être spécialisée dans un droit, donc la concurrence, qui est avant tout un droit économique. Et donc, les théories économiques qui sous-tendent le droit de la concurrence, elles n'ont pas de nationalité. Alors, il est vrai qu'il y a deux grandes sources de droit de la concurrence, l'antitrust américain et le droit européen. Mais finalement, n'importe quelle juridiction dans le monde va s'inspirer de ces deux sources. Donc, il y a aussi un vrai avantage, en fait, à avoir cette expérience en droit européen qui s'exporte finalement très bien. Et ça s'est confirmé, en fait, lorsque j'habitais à Mexico City. Alors, au début, j'ai cherché en entreprise. Et alors là, pour le coup, ça ne s'est pas du tout fait. Ça n'a pas du tout marché. On peut peut-être en reparler. Mais dès que j'ai cherché en cabinet, j'ai trouvé en 5 minutes à peu près, ou en tout cas, ça s'est fait en 1 semaine, parce qu'en effet, ils étaient totalement à la recherche de spécialistes européens. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que le droit de la concurrence au Mexique était à l'époque une discipline relativement jeune. Ça faisait, je crois, 10 ou 15 ans que ça existait au Mexique. Et donc, il s'inspire aussi beaucoup des principes de la Commission européenne. C'était le bon moment, en fait. C'était le bon moment, ouais. Exactement. Il y a des domaines comme ça qui s'exportent bien. La compliance en fait partie aussi, puisque de toute façon, par nature, c'était plutôt d'origine américaine, donc c'est plutôt d'ailleurs même le contraire qui s'est passé. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'impression que les directeurs juridiques étaient quand même assez frileux à envoyer parfois leurs ressources à l'étranger, et qu'on a toujours ce sentiment qu'on fonctionne encore par silo, avec cette territorialité du droit qui existe, c'est sûr, mais ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de transversalité, un peu de mobilité. Et moi, j'ai connu très très peu d'exemples autour de moi de personnes qui avaient bougé. Je trouve ça assez dommage, en fait, parce que je trouve que c'est un bon... Écoute, franchement, moi, je n'en ai retiré que des bénéfices sur un plan personnel et professionnel. Alors, certes, voilà, il faut sauter le pas. S'accrocher un peu. C'est pas forcément simple. Et j'ai eu aussi des petits moments de solitude, hein, je le cache pas. En arrivant au Mexique, je parlais pas espagnol, je me suis sentie perdue. C'était pas facile du tout pour moi. Tu parlais pas espagnol là-bas? Je parlais pas un mot d'espagnol. Okay, et l'anglais, ça passe pas forcément très bien culturellement. Enfin, ça dépend un peu des gens avec qui tu discutes, mais je me suis sentie très seule aussi. La démission d'Alain et Auvry a été très difficile parce que voilà, j'étais très attachée à mon métier, à ce cabinet aussi. Et j'ai eu une vraie perte de repères. Voilà, faut pas se le cacher non plus. Heureusement, c'était aussi un projet de famille, donc j'étais pas seule. Mais vraiment, au final, je n'en ai retiré que des bénéfices. J'ai trouvé donc ce cabinet mexicain qui s'appelle Krill. J'en profite pour le citer parce qu'ils ont été extraordinaires avec moi. Ils m'ont accueilli incroyablement. On est toujours en contact aujourd'hui. Ce sont désormais des amis. Et ils se sont vraiment occupés de moi dans le sens où, évidemment, je les délestais d'une charge de travail très conséquente parce qu'ils ont, en fait, ils ont essentiellement des notifications qui leur viennent de gros cabinets américains. Donc, ils sont le correspondant local de gros cabinets américains. Et pour donner un exemple, j'ai travaillé sur des tout petits deals, par exemple, Omnicom Publicis et US Airways American Airlines, hein, donc deux toutes petites opérations, bon, dont le cœur n'était pas à Mexico, certes,
Mais voilà, ils ont vraiment de très très beaux dossiers et ils ont pris le temps de me former sur la procédure mexicaine en droit de la concurrence. Je suis allée avec eux à des ateliers organisés par l'autorité mexicaine de concurrence qui faisait justement une sorte de tour de table de co-création de leur ligne directrice interne sur, par exemple, les restrictions verticales ou horizontales. Donc vraiment, ils ont joué le jeu et ils ont été fantastiques. Super. Donc, et ça, c'était ton dernier cabinet. Alors, je dis dernier, mais oui, c'était mon dernier cabinet en date. En date. Et ensuite, tu as fait ce saut en entreprise. Et ensuite, en effet, alors déjà, il était temps de rentrer en France, puisque l'expatriation, c'est toujours, c'est la plupart du temps à durée limitée. Donc, c'était une mission de 3 ans, en ce qui concerne donc mon mari. Et quand il s'est agi de préparer le retour, j'étais assez anxieuse parce que parmi la communauté d'expatriés, on m'avait beaucoup mise en garde sur l'impatriation. On part toujours, donc on s'expatrie avec bonheur et enthousiasme, et puis le retour en France peut parfois être un peu plus dur. Et donc, j'ai commencé à préparer mon retour. Et là, je me suis dit, ce sera cette fois-ci vraiment le moment de passer en entreprise. Et puis, ça s'est fait très naturellement, en fait. Ça n'avait pas été dur du tout, en fait. Non, en réalité, ça s'est fait très, très simplement. J'ai déjeuné avec mon ancienne patronne. À la fin du déjeuner, elle m'a dit, au fait, mais qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à Paris dans 6 mois ? Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas. Je lui ai dit, il y a un poste dans cette entreprise. Qu'en penses-tu ? J'ai dit, mais fantastique. Voilà. C'est bien quand ça se passe comme ça. Ah, c'est clair. Et concernant tes expériences, donc tu dis que ça t'a vraiment enrichi, j'imagine, dans la manière de travailler. Est-ce que, du coup, dans ta manière de penser au quotidien, quand tu exerces, tu as cette impression d'être d'avoir un peu plus d'agilité, un peu plus d'adaptabilité ? Ah, mais complètement. Moi, je suis intimement convaincue que l'ensemble de mes expériences à l'étranger ont forgé ma pratique actuelle qui quasiment repose sur le fait de ne pas se contenter sur la façon habituelle de faire. Alors, c'est un peu mon caractère aussi, mais ça a été vraiment forgé, construit, développé au travers de mes expériences à l'étranger. C'est tout bête, mais on pense différemment. Et puis, la nécessité de s'adapter à une autre culture, ça crée une forme de souplesse, de pensée aussi, d'agilité. Alors, j'aime ça au départ, mais ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que du coup, à chaque fois que tu changes d'environnement professionnel, tu es capable de te réadapter, d'apprendre les codes de ton environnement. Oui, alors avec plus ou moins de facilité. Je ne te cacherai pas que lors du passage dans cette entreprise, donc, du secteur du luxe, l'apprentissage des codes n'a sans doute pas été ce qui s'est fait le plus naturellement pour moi. C'est parce que le luxe, c'est compliqué comme secteur, il faut se dire ça. Exactement. C'est vrai que déjà, le juridique est assez rigide. Par définition. Alors, c'est vrai que les directions juridiques, c'est particulier. Et peut-être les directions juridiques dans les boîtes de luxe, c'est aussi quelque chose d'autre. Donc, il faut s'adapter et c'est pas toujours le plus simple. Et alors, du coup, Marie, parce que nous, comme on est un média autour du droit et des nouvelles tech, comment toi, tu vois ça au jour le jour dans ton métier et comment tu le vois de façon un peu plus globale dans les grandes évolutions du métier de juriste ou d'avocat ? Comment tu vois sa place dans la pratique actuelle ? Il faut peut-être déjà définir ce qu'est l'innovation. Tu as parlé de Legal Tech. Aujourd'hui, on pourrait passer tout son temps à explorer les startups qui se créent absolument chaque jour, qui promettent toutes monts et merveilles. Tout est possible. Alors, il suffit de creuser un peu et puis souvent, la réponse c'est « Ah non, mais ça, ce sera la version d'après. » C'est vrai. Ça arrive. Et moi, je suis vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire innover. Et pour moi, c'est pas avoir le dernier gadget technique que la legal tech peut offrir aujourd'hui, un petit truc qui clignote, un petit truc automatique, qui fait joli, qu'on peut afficher sur son site internet. Regardez, j'innove, c'est fantastique. J'ai automatisé le contract assembly, par exemple, ce qui est une bonne chose, au demeurant. Je ne dis pas le contraire. Pour moi, innover en matière de droit, c'est sans doute réfléchir au process. Et réfléchir au process en mettant l'utilisateur au centre. C'est-à-dire, pour qui est-ce qu'on crée
ces services et ces documents juridiques. Lorsqu'on est en entreprise, la question du client interne, elle est centrale parce que tous nos clients internes, ils ont autre chose à faire que s'intéresser au droit. Ça a d'ailleurs été pas évident pour moi de passer de cabinet en entreprise, justement parce qu'on est un service support. On n'est plus le cœur de la machine, on n'est plus l'expert que l'on vient chercher. On est le service support qui doit être au service d'eux. Mais du coup, si on est au service d'eux, comment est-ce qu'on peut passer à côté de la définition de son client ? Donc pour moi, l'innovation, c'est remettre le client au centre, l'utilisateur au centre et construire des process autour de lui qui font que les documents que l'on va produire vont être réellement utiles pour cet utilisateur, ce client interne, et engageants. Pour moi, l'innovation, elle est là et elle est aussi, sans doute, autour de l'éthique. Je ne sais pas si ça devrait être nouveau, d'ailleurs. Peut-être pas, sans doute pas. Mais pour moi, en tout cas, l'un des enjeux des legal tech et de la nécessité d'innover en matière de droit, c'est aussi de préserver l'éthique de ce métier, de cette profession. J'ai l'habitude de dire, désolée si je radote, parce que je l'ai sans doute déjà dit, mais que j'ai prêté serment quand je suis devenue avocate en cabinet. J'ai jamais défait ce serment quand je suis passée en entreprise. Et pour moi, ça demeure, les obligations déontologiques de l'avocat demeurent ma colonne vertébrale. Et je pense que c'est un regard intéressant à porter sur toutes les innovations technologiques qui sont possibles aujourd'hui. J'étais il y a 2 jours au Cercle Montesquieu, qui organisait d'ailleurs une excellente conférence sur l'Europe de Macron et l'innovation en la matière. Et l'un des intervenants expliquait que la France a cet avantage concurrentiel incroyable d'avoir, grâce à la sécurité sociale, la plus grande base de données consolidées, de données de santé du monde, quasiment. Parce que dans la plupart des autres pays, ce sont évidemment différents organismes privés qui ont chacun une partie des données. Quelqu'un va avoir un scanner du cerveau, une autre entreprise va avoir des données physiologiques plus larges, peu importe. Et évidemment, la question se pose d'ouvrir éventuellement cette base de données pour que les utilisateurs en tirent un bénéfice, par exemple en matière de prévention. Donc il peut y avoir des bénéfices, mais évidemment la question éthique se pose absolument immédiatement. Et là, elle est flagrante. Elle est peut-être un petit peu moins dans les innovations legal tech que l'on voit aujourd'hui, mais ne serait-ce qu'un chatbot peut poser des questions sur la personne qui la pose. Est-ce qu'on peut conserver le fait que c'est cette personne qui a posé cette question ? Est-ce qu'on peut s'en servir d'une façon ou d'une autre ? Rien n'est neutre, en fait, en la matière. Tout ce qui est réutilisation de données, de toute façon, ça pose beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que c'est plus flagrant pour les données de santé, mais également en entreprise, on en a déjà discuté. Il y a des sujets sensibles, en particulier lorsqu'on touche à la personne et à l'humain. Donc, ça reste très important. Et le chatbot n'est qu'un moyen de communication. Et un des enjeux, c'est de faire en sorte que ce moyen qui est un peu mis à grande échelle dans une entreprise, dedans ne vienne pas se déverser peut-être tout et n'importe quoi et ne soit pas réutilisé derrière. Donc c'est des sujets effectivement très très importants. Donc c'est l'innovation, pas pour l'innovation, mais pour créer de la valeur ajoutée pour ton client interne. Exactement. C'est cette expression en effet il faut éviter la tech pour la tech. Et c'est vraiment la tech au service de l'humain. Il faut que ce soit utile pour nos utilisateurs avant tout. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé un petit peu de regarder lorsqu'on était avec Olivier au village de la Legal Tech la semaine dernière, c'est que il y a les boîtes qu'on visait, c'était plutôt qu'on souhaitait interviewer, c'était plutôt des boîtes où on arrive à se dire ça reste un moyen pour améliorer un process, mais derrière la manière de le mettre en place, la manière de l'utiliser et surtout les utilisateurs finaux et ceux qui vont en bénéficier, ça reste des personnes et c'est ça qu'il faut préserver avant tout. Donc c'est assez rigolo que tu envisages ça de ce point de vue-là.
Mais pour moi, il y a une forme d'évidence à mettre l'utilisateur au centre et ça me donne une transition toute trouvée vers le legal design que j'ai découvert avec un bonheur et une satisfaction professionnelle sans pareil il y a quelques mois maintenant. Ça m'a même perturbée, pour être très honnête, de ne pas l'avoir découvert avant. Le legal design, ça existe depuis quand même 4-5 ans maintenant. C'est évidemment le design thinking appliqué au droit, tout simplement, développé par Stanford et une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Margaret Hagen, que les legal designers connaissent évidemment très très bien, et qui est d'une générosité fantastique tout est en open source. Elle partage tout sur le site de le Legal Design Lab. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui change le partage de documents ou d'idées dans le milieu juridique. Alors avant, j'ai l'impression qu'on partageait pas beaucoup de choses. Que c'était très cloisonné, ouais. Oui, puis il y a des domaines... dans tout ce qui est tech, les développeurs partagent énormément de choses. Et je sais que dans le milieu droit, on se demande pourquoi. Parfois, on se demande pourquoi telle clause n'est pas en template, ouvert, et après libre à une entreprise peut-être de l'adapter. Et je sais que c'est une manière de réfléchir qui est encore assez nouvelle. Et peut-être que dans le legal design, c'est un peu plus précurseur. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que le legal design fédère une communauté, d'ailleurs assez internationale. Je me suis rendue à Helsinki au Legal Design Summit en novembre. Et cette communauté n'est que dans le partage. Elle n'a de cesse que de partager. Tout le monde met tout à disposition. On partage les slides, les idées, les process. On s'entraide. Et pour moi, alors ça va peut-être sembler un peu naïf, mais moi j'ai eu l'impression de trouver une famille professionnelle au sein de cette communauté de legal design. Voilà, ça a été vraiment c'est toujours d'ailleurs, parce que j'essaye de l'expérimenter aussi dans mon poste actuel, c'est une vraie belle expérience de partage. Et du coup, tu pourrais nous donner des exemples de process, d'outils que tu as pu récupérer suite à ce salon ? Alors oui, l'un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est un contrat qui a été legal designé, désolé pour le barbarisme, mais le résultat est absolument incroyable. Donc il s'agit d'un assureur finlandais qui s'appelle Varma. Donc accessoirement, c'est pas la petite start-up qui se dit tiens, je vais faire quelque chose de différent juste pour essayer, et puis c'est pas très grave si c'est pas très sérieux, pas du tout. On est quand même dans le secteur de l'assurance, un acteur institutionnel qui, au demeurant, applique le design thinking dans son organisation depuis un certain nombre d'années et qui s'est dit en matière de droit aussi. Et donc ils ont travaillé avec un cabinet qui s'appelle Dottir, qui est totalement précurseur en matière de legal design en cabinet. Je les salue au passage. Et avec un cabinet de service design qui s'appelle Elon. Je les salue également, puisqu'ils ont été mes compères dans la Brain Factory Legal Design. Mais donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliquer cette méthodologie qui consiste à partir de l'utilisateur. Donc, ils ont fait des ateliers avec l'utilisateur, donc en l'occurrence l'assureur, autour d'une problématique très précise qui était comment rendre un contrat d'assurance, donc vis-à-vis des consommateurs, facilement compréhensible. Et donc, par des ateliers et par cette méthode qui consiste à bien cerner l'utilisateur, à comprendre ses contraintes, ses besoins, ses envies, son parcours utilisateur, expression fondamentale, et en ayant cette démarche fondamentalement collaborative et multidisciplinaire, j'insiste sur ce point, ils sont arrivés à ce que moi je trouve fantastique, qui est un contrat d'une seule page représenté de manière totalement graphique. C'est-à-dire que, voilà, alors malheureusement c'est en finlandais, donc on ne peut pas vraiment se rendre compte. Il y avait quand même des images. Mais donc ils sont partis d'un document de 26 pages pour aboutir à une page. Ouais. C'est très beau, c'est graphique, et surtout, et c'est ça qui m'intéresse le plus, ça fonctionne, c'est-à-dire que ça contient toutes les obligations nécessaires rassemblées en un seul document. Et là-dessus, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un regard de la communauté, on va dire, scientifique, académique là-dessus. J'en profite pour faire un petit appel. Il me semble qu'un regard de professeur de droit, peut-être un comité scientifique finalement qui pourrait se créer,
ou des avocats que ça intéresserait, vraiment d'un point de vue purement technique contractuelle, pour s'assurer que ce rendu qui graphiquement est incontestablement fantastique tient aussi totalement la route du point de vue juridique. Tu veux dire sur la valeur juridique du document ? Sur la valeur juridique du document. Moi, ça m'intéresse fondamentalement. Il y a une autre initiative que j'en profite. Alors attends, et juste, excuse-moi, ça voudrait dire que le rendu graphique aurait vocation potentiellement à remplacer le contrat textuel. Ouais, c'est le cas. Alors, c'est ce que Varma est en train de mettre en place. Alors, il y a évidemment du texte. Je ne te dis pas qu'il n'y a que des icônes. Il y a un peu de texte, mais c'est pas... Il y a du texte, mais c'est du texte qui a été rendu déjà complètement intelligible par tout ce travail collaboratif, multidisciplinaire, où finalement on est allé désosser le contrat existant pour essayer d'aller au cœur de l'obligation, au-delà de toutes ces expressions dont on a tous fait des copier-coller jusqu'à la nausée, admettons-le. Et ils se sont débarrassés de ces formules toutes faites qui sont peut-être des mauvais réflexes aussi, ou en tout cas on peut en discuter, pour aller à l'essence de l'obligation. Et ensuite, ils ont travaillé avec des designers pour représenter cette obligation de la façon la plus claire possible pour un consommateur. Je ne sais pas si ça fonctionne, pour être très honnête, mais moi j'ai absolument envie d'essayer. Et donc, ce que j'essaye de faire en interne, c'est un test sur nos conditions générales de vente, parce que ça me semble être le document tout trouvé pour ce test, qui a vocation à être quand même le plus simple possible pour nos clients. Accessoirement, on ne vend pas des produits très techniques non plus, donc ça ne devrait pas être extrêmement complexe d'expliquer ce que l'on va faire avec nos rouges à lèvres, etc. Et comment on va les livrer, et sous quel délai le client peut changer d'avis et nous retourner les produits, et qu'est-ce qu'on garantit à l'intérieur du produit. Donc là, tu vises un document d'une page aussi, très visuel, très graphique. Très visuel, très graphique, et surtout qui réponde aux besoins du consommateur, qui est à quoi je m'engage en signant ce contrat avec vous lorsque je passe ma commande. Quels sont mes droits, qu'est-ce qui se passe si je n'aime pas ce produit que j'ai commandé quand il arrive chez moi, qu'est-ce qui se passe s'il est endommagé, qu'est-ce qui se passe si 2 jours après il s'avère qu'il n'est pas conforme à ce que j'attendais. Des questions basiques auxquelles on devrait être capable aujourd'hui de répondre de façon simple et intelligible. Et alors dans ton approche, est-ce que pour toi, quand tu mets en image le contenu d'un contrat, c'est quelque chose que pour toi, un juriste devrait être capable de faire tout seul, ou est-ce que c'est quelque chose auquel il doit être assisté par quelqu'un ? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas tellement ce terme d'assister. Pour moi, le fondement du legal design, c'est une approche pluridisciplinaire et collaborative. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui isolément va être génial et va trouver cette solution fantastique et va représenter graphiquement tout seul. Je pense que ça, limite, c'est pas intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est collaborer. Et justement, moi, ce que j'adore dans cette démarche, c'est qu'on fait ça à plusieurs, avec un avocat ou un juriste, un designer, le client. Pourquoi pas, et c'est ce que je suis en train de mettre en place, il se trouve que mon entreprise a ce qu'on appelle un millennial board. C'est un concept assez intéressant de reverse mentoring. Désolée encore une fois pour les barbarismes, mais l'idée, c'est que ce sont des millénials qui sont les mentors de gens plus seniors dans l'entreprise. Et on a donc créé un millennial board. Alors je dis on, pas moi, c'est l'idée du président de notre région qui l'a déjà implémenté à New York et qui le développe ici aussi à la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et je me suis dit que c'était un forum tout trouvé pour tester cet outil. Parce qu'évidemment, comme on ne sait pas encore si ça fonctionne, on ne peut pas non plus se permettre de le mettre en ligne et puis de voir si ça passe ou pas. Et donc, voilà, mon idée, c'est ça, c'est de faire participer à ces ateliers, donc nos designers internes, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe store design avec des gens très talentueux qui ont fait les écoles d'art que l'on connaît, Penningen, Boulle, etc. Avec donc des millénials qui pourraient être les représentants de nos consommateurs cibles, par exemple. Et tout ça dans un cadre sécure, puisque ça ne se ferait qu'en interne. Et puis, si jamais on se rend compte que pour X raisons, ça ne fonctionne pas, eh bien voilà, on aura essayé et on aura sans doute appris quelque chose. Au cas où tu peux améliorer. Exactement. C'est vrai que c'est très dur de représenter des concepts juridiques ou des obligations et des conditions à travers de la visualisation. Et alors je sais qu'il y en a qui essayent de le faire
un peu dans leur coin, mais comme tu le dis, ça doit certainement être un exercice collaboratif. Je crois vraiment aussi à l'approche générations, différents corps de métier. Et c'est peut-être le seul moyen de s'assurer qu'on ait une compréhension globale du format, en fait. Parce que ça, c'est très difficile. Surtout qu'on peut travailler pendant très longtemps sur son document, le dessiner, et puis à la fin, quand c'est mis en production ou publié, on se rend compte qu'on est le seul à le comprendre parce qu'on ne l'a pas soumis, parce qu'on ne l'a pas partagé, parce que d'autres personnes ne se sont pas penchées dessus. Et c'est la force du legal design, ou d'ailleurs du design thinking dans sa globalité, c'est le process itératif. C'est qu'on commence par faire un prototype, au lieu d'être sur le concept et puis de faire des réunions et des brainstorming sur le concept, on fait très vite un prototype, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, hop, on corrige et on recommence. Et ça, pour moi, il y a une énorme vertu en termes d'agilité, pour revenir à ce sujet. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aussi de décloisonner la fonction juridique et de la rapprocher de l'utilisateur final, et du coup aussi de permettre de se mettre à la place de l'utilisateur final, d'avoir aussi de l'empathie, parce que c'est hyper important pour nos clients internes, et de faciliter le rapport avec le business. Merci Olivier d'avoir cité ce terme d'empathie, puisque c'est évidemment le cœur de la démarche. Et il est vrai que dans mon cas, je suis en situation donc de création de poste et donc de création d'une... en tout cas, de prouver ou d'améliorer une certaine compréhension des contraintes juridiques, et ça passe évidemment par le relationnel, et donc c'est pas la raison pour laquelle je le fais parce que je suis intimement convaincue par le legal design, mais c'est en effet une occasion fantastique de collaborer avec mes clients internes, donc de créer du lien, donc d'améliorer l'ensemble. Et aussi de te re-questionner, je trouve, sur ta valeur ajoutée en tant que juriste. Je sais plus si on en avait déjà parlé, mais est-ce que tu connais la vidéo de Simon Sislek ? C'est ça, tu connais, Philippe ? Sur le why. Sur le why, exactement. Tu as le why, le what et le how. Et ça remet en fait en perspective toutes les actions et toutes les décisions qu'une entreprise peut prendre. Et le why, c'est le but ultime que tu poursuis. Et il cite l'exemple notamment d'Apple qui met à disposition non pas un simple lecteur MP3 ou un simple téléphone, mais une véritable expérience client, une marque, un design avec quelque chose de très différenciant. Et il la met en opposition avec quelque chose comme une autre entreprise comme IBM qui, elle, se contente de vendre des baladeurs ou des ordinateurs. Et, tu vois, tu as cette différence d'approche. Et je trouvais que ça faisait écho à cette vidéo-là, avec cette démarche où on se re-questionne sur pourquoi est-ce que je fais ça, et on ne se contente pas de répéter quelque chose qu'on a déjà fait tous parce que c'est comme ça et parce que ça a fonctionné comme ça jusqu'à présent, en disant mais en fait ce truc-là c'est hyper long, c'est hyper fastidieux, ça me prend énormément de temps, ça marche pas, est-ce qu'on peut pas trouver autre chose ? Je suis entièrement d'accord. J'ajouterais aussi le plaisir du partage. J'ai eu une micro-révélation à la Brain Factory du Legal Design Summit à Helsinki. Donc on était répartis en équipes, donc de 4 personnes à chaque fois. Et donc par une méthodologie assez précise, on devait, donc sur un sujet bien déterminé, faire un certain nombre de brainstorming, pour in fine, au bout des 48 heures de Brain Factory, arriver à un prototype, et on pitchait ça en 3 minutes. Donc c'était une expérience assez intense, mais surtout moi à un moment je me suis dit oh là là, j'ai sorti toutes les idées que j'avais, j'ai plus rien là, je sais pas quelle 3e ou 15e itération il faut faire, mais là moi j'ai tout sorti, c'est fini. Et la magie de la collaboration, de la co-création, c'est que c'était pas vrai. Et le moment où on a tous collectivement trouvé une autre idée, encore, après, je crois qu'on était au 3e ou 4e round d'itération. Et pour rebondir sur ton why, Olivier, le legal design commence souvent par 5 times why. 5 fois pourquoi ? Pour trouver la raison profonde, en fait. Parce que la première fois, on donne la raison superficielle, et puis on va de plus en plus loin. Et voilà, donc pour moi, il y a vraiment je ne veux pas employer des mots trop grandiloquents, mais il y avait une forme de magie à trouver ensemble encore une idée supplémentaire à la 3e ou 4e itération du brainstorming. Et ça, je suis intimement convaincue que je n'aurais pas trouvé cette idée seule. Ou alors ça aurait pris peut-être plus de temps. Non, je pense vraiment que c'est même pas une question de temps. Je crois que ça ne serait pas sorti. Qu'on apprend les choses. Ouais. Exactement. Alors je crois que c'est drôle parce que ça fait c'est peut-être le 10e ou le 11e podcast. Là, 11e. Donc on est très content que ce soit aussi le... J'en profite pour vous féliciter parce que franchement, c'est top. Merci Marie.
Et à un moment, on se disait qu'Olivier, ça devient un peu dur, parce que bon, on se connaît bien, et comment on peut faire pour donner un peu plus de reflet, un peu plus de relief, surtout à ce format-là. Et les interviews sont assez venues naturellement pour se dire, c'est super, nous aussi, on va continuer à apprendre en côtoyant d'autres personnes, en invitant d'autres personnes, en ayant des discussions assez détachées finalement sur le milieu juridique. Donc ça rejoint un petit peu ta manière de penser. Et alors c'est assez déstabilisant parce que c'est vrai qu'en préparant l'interview, moi j'étais vraiment rentré sous l'optique innovation égale automatisation égale outil. Alors là, donc toi, tu es parti complètement sur un autre angle. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Non, mais au contraire, je trouve ça très intéressant. Ça faisait écho à une des personnes qu'on a rencontrées au village des Legal Tech qui a une entreprise qui s'appelle Sketchlex et qui fait justement de l'infographie pour les directions de Miroslav, je crois. Oui, exactement. Alors Miroslav, j'ai découvert son existence en participant à une table ronde Legal Design au village de la Legal Tech la semaine dernière parce que l'un des participants à la table ronde l'avait utilisé en fait dans une démarche legal design. C'est super ce qu'il fait. C'est incroyable. Et puis il est hyper enthousiaste, hyper passionné par ce qu'il fait. Ça fait extrêmement plaisir de voir des gens avec cet état d'esprit. C'est vrai qu'il est aussi très compétent. Et là, il a un partenariat avec la FGE. Donc, c'est super. Et puis ce concept du jury graphiste, c'est génial. Exactement. Ouais. Je pense il va faire en sorte vraiment pour nous, je pense que ce sera beaucoup plus simple de communiquer certains concepts juridiques, ou en tout cas d'avoir de l'inspiration. Ça va totalement dans le bon sens. Ouais. Et alors du coup, moi j'ai une question. Dans ta conception du rôle d'un juriste en entreprise ou même d'un avocat, est-ce que tu penses que toutes ces démarches qu'on a à la fois d'automatisation, à la fois de vulgarisation des concepts juridiques, ça va pas avoir pour effet de nous recentrer sur notre vraie valeur ajoutée? Et si pour toi c'est le cas, c'est quoi pour toi la vraie valeur ajoutée d'un juriste ou d'un professionnel du droit? Où est-ce qu'il doit se situer exactement? Alors, pour moi, c'est une évidence. Et quand on voit ou quand on entend ces assertions définitives, les avocats seront morts d'ici 2030, ils seront tous remplacés par des robots, ça n'a évidemment aucun sens. Ce qui, pour moi, évidemment, même l'attrait majeur, l'intérêt majeur de l'innovation, c'est précisément que ça permet aux juristes et aux avocats de se recentrer sur leur vraie valeur ajoutée, qui est, à mon humble avis, la stratégie, la gestion des risques et surtout et avant tout l'éthique. Ça ne s'automatise pas. Et donc, au contraire, c'est une chance extraordinaire, tous ces outils dont je commence à bénéficier aussi, parce que ça nous libère de toutes ces tâches répétitives qui n'ont finalement que relativement peu d'intérêt, pour pouvoir se concentrer précisément sur la création de valeur, qui est la définition d'une stratégie en partenariat avec nos utilisateurs, et puis l'éthique, j'y reviens, désolé, c'est mon obsession, mais ça pour le coup ça ne s'automatise pas. Je suis complètement d'accord, ça fait écho à une conversation qu'on avait pu avoir sur les outils de justice prédictive, et on s'était posé un peu la question, est-ce qu'on accepterait en tant que citoyen d'être jugé par un robot, par une entité artificielle? La réponse pour nous c'était non, pour deux raisons. La première, c'est que pour se baser sur pour rendre une décision de justice, elle devrait se baser sur ce qui existe, et du coup ça tue le principe même d'un revirement de jurisprudence, ce qui est quelque chose de flippant. Et d'autre part, si tu reçois une sanction de la part d'une entité artificielle, quelque chose qui n'est pas humain, quelle valeur a cette sanction? Parce que la sanction, il y a aussi un effet un peu pédagogique. On doit t'apprendre, si tu as eu un comportement déviant par exemple, on doit te remettre dans le chemin. Si ça vient d'une entité abstraite, je pense que ça ne marche pas. Et du coup, on voit bien que pour nous, en tout cas, il y avait certains domaines dans lesquels l'automatisation, la digitalisation, l'intervention d'outils extérieurs ne pouvait pas fonctionner. Je suis complètement d'accord. Il faut peut-être juste s'entendre sur le terme justice prédictive. Encore une fois, je crois qu'on vit une période où, comme beaucoup d'outils sortent en permanence, il y a aussi beaucoup d'étiquettes qui sont collées, intelligence artificielle, justice prédictive. Il y a des gens qui agitent aussi certains épouvantails pour mieux vendre leurs produits. Enfin voilà, tout ça est aussi un marché et une période assez troublée aussi, il faut le reconnaître. Il y a pas mal de pertes de repères de pas mal de gens. Moi, ce que je retiens en la matière, c'est peut-être l'initiative de ces étudiants, je crois que c'est Cambridge ou Oxford, je ne sais plus, désolée, qui... Crunch. Oui, voilà, merci. Qui, pour aider les victimes de viol à la base, c'était ça l'origine de leur projet, ont épluché la jurisprudence anglaise en la matière pour essayer de bien cerner les faits de chaque espèce qui permettent de condamner l'auteur. Et donc,
on revient vraiment à la question du bénéfice pour l'utilisateur, parce que grâce à cet outil, donc l'algorithme qu'en effet ils ont développé, qui permet de synthétiser donc dans quel cas d'espèce on peut avoir une condamnation et dans quel cas on va à la relaxe. Si on l'utilise au bénéfice des victimes pour qu'elles puissent étayer les faits du mieux possible, sachant qu'une victime, elle est aussi en état de choc, elle doit surmonter un certain nombre de difficultés, y compris quand elle doit témoigner. Voilà, là, on est dans le progrès social et le progrès de la justice. Mais rien à voir, évidemment, avec une forme de déterminisme dirigé par de la tech qui rendrait une justice qui, évidemment, serait antidémocratique et à mon sens, dépourvue de réelle valeur. Totalement. Tu as l'air très informé sur le monde des legal tech, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. En fait, moi j'ai donc pris ce poste de direction juridique Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui est une création. J'y suis allée, comme toujours, à l'envi, sans forcément avoir tout calculé, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait une exigence de résultats et donc d'utilisation des outils qui sont aujourd'hui à disposition, qui était absolument flagrante. Donc j'ai passé mon été, pour ne rien te cacher, j'ai profité des vacances, j'ai quand même pris des vacances au mois d'août, et c'était le moment idéal pour explorer la legal tech. Donc j'ai googlé, et de sites en revue. J'imagine que tu n'as pas manqué de résultats. Je suis tombée notamment, il faut les citer ici pour les saluer, je suis tombée sur Legal Geek avec l'excellent Jimmy qu'on ne présente plus. Donc je me suis aussi rendue à Londres à la conférence Legal Geek, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée aussi dans mon screening, on va dire, des Legal Tech. Legal Geek est vraiment un site qui fait plus que référencer d'ailleurs les Legal Tech qui en parlent. Ils viennent faire des tours aussi sur Paris. Ils font des tours partout. Ils ont fait un tour d'Europe, accessoirement dans un van Volkswagen génial. Et ils sont allés à la rencontre de start-upers qui présentent leurs projets. Et ils font bien plus que référencer, puisque finalement, Legal Geek à Londres au mois d'octobre, c'était aussi, je crois, une quarantaine de start-up, pas seulement anglaises d'ailleurs, sélectionnées comme étant les plus prometteuses. Et la Startup Alley était incroyable. Alors, il y avait un peu trop de monde en réalité pour discuter avec avec les gens vraiment, mais c'était super intéressant. Et je pense que ça participe beaucoup à la valorisation de cette profession juridique, de pas seulement dire qu'il y a des legal tech qui sortent tous les jours, mais vraiment d'éduquer aussi les personnes qui vont les utiliser et d'avoir un média comme ça qui en parle de manière peut-être pas forcément neutre, mais en tout cas avec un vrai avis, des vrais tests, en les mettant aussi en valeur quand il le faut. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je crois qu'il y a aussi Artificial Lawyer, qui est un super site aussi qui fait ça. Peut-être un peu moins fouillé, mais c'est aussi un bon site de référence. Et alors du coup, pour remettre en perspective par rapport à l'évolution du juriste, est-ce que tu penses que dans la formation juridique, on manque de certains soft skills, notamment tout ce que tu viens de nous expliquer sur le legal design? Est-ce que tu ne penses pas que ça devrait être intégré au cursus des étudiants et compléter, voire avec de la communication, du marketing. Nous, par exemple, avec Philippe, on s'est déjà dit, c'est dommage qu'en entreprise, on n'ait pas des petites pastilles audio type podcast sur tel gros dossier ou telle grosse tendance jurisprudentielle avec l'impact, autrement que par l'email, qui est pour nous un canal de communication saturé. Ah, complètement. Alors, je pense tellement que c'est le cas que j'ai très envie de participer à des ateliers legal design dans l'université qui voudra bien m'accueillir. J'ai pas encore fait cette démarche parce que juste j'ai pas le temps, mais encore que non, c'est pas vrai. J'ai été contactée par le DU, désolé, le titre exact m'échappe, mais le DU d'Assas sur justement droit et... Du numérique, oui, c'est ça? Droit et nouvelles techno, pardon. C'est pas le titre exact du diplôme universitaire, mais moi j'adorerais justement intervenir pour les sensibiliser au legal design, et je pense que ça fait totalement partie d'une formation complète, holistique, et encore une fois, cette initiation à une démarche pluridisciplinaire et collaborative, elle est aujourd'hui nécessaire dans pas mal de domaines en réalité. Oui, on revient sur des skills qui sont un peu transverses, comme la communication, le design, aussi de l'informatique, tout simplement, des choses qui sont... C'est vrai, coder. Est-ce que coder demain, ça ne sera pas nécessaire, notamment pour coder des smart contracts dans une blockchain? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire directement?
Pourquoi pas. Moi, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des cours de code pour les enfants. J'avais très envie d'inscrire mes petits qui ont 6 et 4 ans. Et je m'étais dit que ce serait la bonne occasion pour moi de m'y mettre aussi. Parce que si mes enfants peuvent le faire, je devrais pouvoir y arriver. Je suis tout sauf une geek, hein, je profite pour le dire. Mais ça m'intéresse d'explorer ça. Alors, c'est tout sauf un domaine réservé. Et il y a vraiment des super applis, des petits jeux plutôt enfantins, mais par lesquels on peut commencer. Et iOS fait ça vraiment de manière très, très ludique. Et il n'y a vraiment pas d'âge, en fait, pour commencer. Merci, Philippe. je suis concerné aussi. Alors, on avait d'autres questions. Alors, j'aime beaucoup cette interview parce qu'on n'a absolument pas respecté le plan, on est d'accord. Mais de toute façon, c'était sûr. Rien de tout cela n'est préparé. C'était sûr, de toute façon. C'est pour ça que le plan était assez simple. Et finalement, tant mieux, c'est une discussion un peu plus ouverte. Et moi, ce que j'aime bien, je ne sais pas si on se rend compte, mais comme on a fait The Family il n'y a pas si longtemps, tout ce qu'on voit, la manière dont tu décris ton métier, c'est que tu as un peu une vision très entrepreneuriale, en fait. Ah, tu as totalement le mindset. L'itération, le partage, tenter des choses et voir si ça marche ou pas, c'est vraiment un mindset, comme tu dis, Olivier, qui est très entrepreneurial. Et donc, c'est plutôt frais de le voir comme ça. Mais c'est sympa. On m'a dit récemment que ce que je faisais, c'était de l'intrapreneuriat. Ah oui. C'est vrai que c'est aussi le terme à la mode, le concept d'entrepreneuriat importé dans une entreprise pour tenter des projets en interne. L'idée de changer les choses de l'intérieur, en effet, ça résonne pas mal chez moi. Sans respecter tous les codes. Mais en respectant néanmoins l'institution, bien entendu. Tout de même. Toujours un petit cadre. Du coup, est-ce que toi, dans tes sources d'informations, c'est vrai que nous, on est assez sensible on a vu l'information juridique, c'est celle qu'on reçoit tous à travers les newsletters des cabinets d'avocats ou des sites un peu institutionnels. Est-ce que toi, indépendamment de ces sources-là, tu recherches tu as d'autres sources d'informations? Je ne sais pas si tu es inscrit à d'autres newsletters. Par exemple, nous, on suit Madines notamment. Ça nous permet d'avoir une vision sur toutes les legal tech. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça qui te permettent d'être resté connecté à l'univers du droit, mais sous un angle un peu différent? Alors, je ne suis pas encore inscrite à Madines, mais vous me donnez cette idée, donc merci beaucoup. Non, alors, je pense que c'est sans doute pas le domaine que j'ai pu creuser le plus pour l'instant en termes d'actualité juridique stricto sensu, mais en effet, ce que je fais assez naturellement en fait le soir, tout basiquement, c'est rechercher sur les réseaux sociaux, enfin tout simplement voir ce que mes contacts sont en train de faire, juste parcourir en fait LinkedIn et Twitter essentiellement. Et je remarque que c'est ce qui m'a donné le plus d'idées en réalité. Voilà, de chemins de traverse qui m'ont amené d'une personne à une autre, d'une idée à autre chose. Et c'est ce qui me sert le plus en réalité. Un petit exemple tout bête, je suis tombée par hasard de cette façon-là sur Exec Toaster, organisé par The Family. Je crois que c'était l'une des toutes premières éditions qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc ils en parlaient. L'idée, c'est de faire se rencontrer ce qu'ils appellent des infiltrés des grandes entreprises, donc peut-être des intrapreneurs, avec quelques startups sélectionnées autour d'un thème donné, je crois que le premier thème c'était l'avenir de la direction des ressources humaines en entreprise, et j'ai bien aimé leur concept. Je les ai contactés comme ça en disant mais tiens, est-ce que l'avenir de la direction juridique ou l'avenir du droit en entreprise ne serait pas un sujet? Ils m'ont tout de suite répondu. On a fixé une date en février. Voilà, donc j'aime aussi la fluidité que ces nouvelles façons de travailler apportent. Voilà, c'est simple. On s'écrit, on se trouve des points communs, on fait. Et je crois que tout ça s'est fait dans la journée, honnêtement. Ils sont très efficaces. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est fluide. Moi, c'est ça que je retiens. Plus qu'efficace, c'est fluide. Ouais. C'est fluide et c'est dans le partage. Oui, et je pense on parle parfois un peu de bienveillance, mais il y a quand même, en tout cas chez The Family, je trouve un côté altruiste qu'on a tendance à sous-estimer. Nous, la formation qu'on a faite était gratuite. Par exemple, pendant 2 mois, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Je suis hyper jalouse de vous. J'ai très envie de faire cette formation. Je suis pas sûre de voir comment ce serait possible concrètement. Mais c'est vrai que ça renvoie, à contrario, l'environnement dans le monde de l'entreprise et toutes les difficultés,
tous ces espèces de murs invisibles qu'on est obligé d'abattre quotidiennement pour réussir à faire des tâches. C'est vrai que The Family, je me suis fait, ah oui, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête, allons directement à l'essentiel, allons au but, faisons les choses, au lieu de demander à 50 autorisations, à 50 personnes différentes, de faire des relances, etc. Juste tentons, testons et voyons ce qui se passe. Exactement, et je pense que cette façon, cette approche, elle est quand même largement partagée maintenant. Le président de notre région est complètement dans cette dynamique, applique ses préceptes, donc bottom-up, freedom in the frame, c'est vraiment sa façon d'innover. Et donc, il me semble que c'est en train de gagner du terrain, en tout cas. Et alors, du coup, j'ai une question pour toi. Comment tu arrives à te libérer du temps pour justement exprimer cette liberté ? Parce qu'il y a quand même la contrainte de la charge de travail. Comment tu arrives à te dire, bon, bah là, en fait, je me réserve un créneau juste pour faire évoluer mon équipe, mon poste, ma vision et un peu te libérer. J'aime bien ta question sur la liberté parce que je crois que ça a toujours été un peu mon obsession en cabinet ou en entreprise. J'ai quand même beaucoup observé les gens autour de moi. Alors en particulier, une jeune collaboratrice, bon, je ne vous refais pas le sketch, mais je ne suis pas sûre que la liberté soit le premier, la première dimension. Mais j'ai toujours été très sensible à cette idée et j'ai toujours essayé de préserver ça. Je vois ça de façon... il y a plusieurs axes en réalité. Il y a une façon de préserver sa liberté financière peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai réalisé le plus tôt dans ma carrière. C'est que ça sert peut-être à rien d'augmenter incroyablement son niveau de vie si c'est pour se retrouver prisonnier d'un job. Donc moi j'ai réalisé ça assez vite et donc je me paye ma liberté aussi en faisant des choix des choix de vie qui sont aussi des choix de famille et je sais que je suis pas prisonnière de mon job aujourd'hui. Ça me donne beaucoup de liberté de penser avec tout le respect que j'ai pour mon entreprise actuelle et ça a toujours été le cas de toutes mes entreprises actuelles, mais je me paye cette liberté là et après au quotidien je crois que l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné aussi c'est qu'est-ce que tu veux préserver de ton énergie pour qu'à la fin de la journée, tu aies encore quelque chose à partager avec tes amis, ta famille, tes enfants. Je garde vraiment et j'applique ce conseil très précieux. Et aussi, je crois que c'est pas mal de sortir de son bureau. C'est tout bête, hein, mais essayer de se prévoir. Alors déjà, moi, je refuse pas mal de réunions. Je déteste passer ma journée en réunion back-to-back, qui est l'expression reine ici, et je ne fais jamais ça. Je trouve, enfin voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires, mais voilà. Et donc déjà, dites non aux réunions, c'est pas mal. Mais surtout, sortez de votre bureau. Allez faire, je sais pas, voilà, la semaine dernière, je suis allée faire cette table ronde Legal Design, c'était génial. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer une fille super qui a créé mesindemnités.com, par exemple. Voilà, sortez, allez prendre l'air. Ne serait-ce que 2 heures dans la semaine, on a tous 2 heures dans la semaine. Faites autre chose, rencontrez des gens. Voilà. Alors encore une fois, c'est une belle leçon d'entrepreneuriat parce qu'on nous pousse aussi souvent à sortir et c'est bien d'être chez soi et d'être focus sur un produit ou un service, mais il faut toujours sortir un petit peu. C'est comme ça qu'on crée des opportunités, qu'on s'aère l'esprit et c'est une belle manière de voir les choses. Mais derrière tout ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'allocation du temps. Enfin, c'est vraiment l'idée centrale, c'est à la fois la santé peut-être mentale, mais aussi qu'est-ce que tu fais de ton temps, comment tu t'en préserves aussi et comment tu l'alloues sereinement quand tu le fais pour ton travail à 100% ou aussi pour autre chose. Et c'est une question vraiment, je crois, pour tout le monde en fait. Ouais, c'est vrai que le rapport au temps, ça fait aussi partie des thématiques et des réflexions qu'on a où dans notre façon de gérer notre agenda et notre charge de travail, on se rend compte que à partir du moment où on commence à organiser, à mettre en place je refuse une réunion par exemple, ou tel créneau horaire, non, je suis absolument disponible pour personne parce que j'ai besoin de ça, on se réapproprie finalement notre façon de travailler et on redonne quelque part un sens à notre travail. Voilà, ce que j'expliquais, c'est qu'à la fin de ma journée, quand j'ai fait ma to-do list et que je me suis bloqué tout plein de créneaux et que j'ai terminé ma to-do list, j'ai le sentiment d'avoir bien bossé. Et que quand, au contraire, j'ai pas organisé mon truc et que j'ai un flot de dossiers, que je suis interrompu toutes les 5 minutes, je sors de la journée en me disant « Ah là là, quel enfer !» quoi. On est complètement d'accord. Moi, typiquement, je ferme Outlook et je ne le rouvre que idéalement 3 fois par jour. Alors,
Je n'y arrive pas tous les jours, mais c'est vrai qu'il faut absolument éviter le ping-pong des emails. Et je fais comme toi, je me bloque en fait des plages horaires dans mon agenda. J'ai pas de to-do list, mais en fait ma to-do list, elle est dans mon agenda. Donc je me bloque des plages où je ne fais qu'une seule tâche. Et alors, un conseil aussi tout bête qu'on m'a donné, que j'ai beaucoup mis en pratique, c'est que je me fixe une tâche la plus importante par jour, en fait. Une tâche importante par jour que je veux vraiment faire quoi qu'il arrive, justement pour pas avoir ce sentiment d'avoir rien fait de ma journée, qui est particulièrement frustrant. Je suis bien d'accord. Je fais un petit peu de teasing avant on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais je fais quand même un petit peu de teasing parce qu'Olivier est en train d'écrire un article justement sur... ses méthodes de travail, tes méthodes de travail, les outils que tu utilises. Complète l'épisode 5 de mémoire. mémoire Complète le podcast. Qu'on avait fait sur l'efficacité, comment hacker son efficacité au travail. Et je pense que vous allez vous rejoindre sur beaucoup de points et il y a plein de bonnes choses à prendre. Donc on a hâte que tu publies. Une grosse pression. C'est clair. Alors maintenant, on arrive à la fin de l'interview, bientôt. On a aussi des questions qui sont un peu cachées, on t'en avait pas forcément parlé, mais par exemple, on a vu que tu avais bossé un petit peu avec l'AFPAD, qui est l'association pour la formation, la prévention et l'accès au droit. Moi, c'est quelque chose qui nous a, en tout cas, qui m'a à la fois étonné et agréablement surpris, parce que comme tu dis, parfois on est juriste et on sort pas en dehors peut-être des cercles juridiques très communs. Et alors pourquoi tu as eu cette démarche-là? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est intéressant. Alors d'abord, ça me fait hyper plaisir que tu en parles, parce que ça me tient énormément à cœur. L'AFPAD, en effet, tu l'as dit, c'est une association de prévention par la médiation sociale, d'accès aux droits et d'éducation à la citoyenneté. J'ai toujours en fait eu une activité pro bono. Quand j'étais avocate, j'ai fait le bus du barreau, comme sans doute pas mal de gens. Au Mexique, j'ai aussi travaillé pour l'American Bar Association sur un projet pro bono. Enfin, ça a toujours occupé... Tu avais été aussi à la fondation... La fondation Chanel, en effet. C'était une toute petite mission, en l'occurrence, mais ça a toujours fait partie de ma pratique professionnelle, par conviction, et aussi parce que ça m'a toujours énormément apporté dans la façon dont je raisonne et dans la façon dont je travaille, en fait. Justement, le fait de penser différemment. Mais pour en revenir à l'AFPAD, ce que je fais chez eux, c'est tout simple. C'est d'ailleurs très... je crois un exercice d'humilité aussi. Ce sont des permanences juridiques généralistes. Donc, c'est du droit de la famille, du droit du travail... aussi malheureusement du droit du surendettement, voilà. Ça s'adresse à tous les usagers qui en ont besoin. Donc il se trouve que moi je peux faire une permanence par mois, c'est pas énorme, c'est une demi-journée par mois, mais il y a des avocats qui y vont plus régulièrement, et c'est tout simplement répondre aux questions précises des usagers. Donc concrètement, la façon dont ça se passe, c'est que les gens prennent rendez-vous, je peux les recevoir pendant une demi-heure à chaque fois. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est que ils arrivent avec un problème concret, une question bien précise. Que tu peux, en tout cas, aider à résoudre sur le moment même. Il ne s'agit pas de se planquer derrière un waiver ou « attends, je vérifie » ou des phrases alambiquées ou quoi que ce soit. C'est un vrai reality check. C'est un exercice aussi d'honnêteté et de praticité. C'est-à-dire qu'ils sont là pour avoir une réponse concrète. Alors, j'en profite pour dire aussi que j'utilise beaucoup servicepublic.fr parce qu'évidemment, je ne suis pas spécialisée en droit du travail ni en droit de la famille. Et le site, je le trouve très bien. Je trouve vraiment ce site, hyper bien fait. Donc ça, pour moi, ça fait totalement partie de mon équilibre professionnel. Pour ne rien te cacher, j'y vais demain matin. Le hasard veut que ma permanence soit demain. D'accord. Et je le fais avec beaucoup de bonheur. Génial. En fait, pour moi, ça fait un peu écho à ce qu'on te disait au tout début de l'interview sur la richesse de ton parcours. Pour moi, ça fait aussi partie de ces trucs complètement inattendus et que je trouve absolument extraordinaires. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup. Et c'est pour ça que je le fais. Et puis, je crois que souvent, j'ai croisé quand même pas mal de praticiens qui étaient encore dans cette fameuse quête de sens, pourquoi ils exercent ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que le métier est quand même un peu plus revalorisé comparé à peut-être 10 ans ou 15 ans où il y avait une image assez rébarbative, austère, et je crois qu'on en fait quelque chose qui est assez sympa. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est que le micro-bénévolat, comme tu le fais, soit un petit peu plus poussé, et je crois que ça donne d'autres perspectives et
peut-être ce sens que parfois il nous manque et donc, c'est bien que Et j'en tu donnes profite des idées. pour reboucler sur le legal design, parce qu'évidemment, le legal design, en étant un vecteur de vulgarisation du droit aussi, est un fantastique vecteur d'accès à la justice. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Il y a plein d'initiatives pro bono qui peuvent être fondées sur le legal design. C'est évidemment un champ que je veux explorer aussi. Il y a une association notamment qui s'appelle Law Without Walls. Je ne sais pas si ça vous parle. Une femme assez fantastique qui s'appelle Michelle De Stefano, qui l'a créé. C'est un programme génial. Alors, j'ai malheureusement pas pu participer à la session qui va s'ouvrir là dans quelques semaines. Tu peux pas être partout. Hein. Non, mais vraiment, j'ai l'intention de le faire à un Ouais. moment ou à un autre. Voilà, parce que on en revient aux fondamentaux du droit. Il s'agit de démocratie aussi. C'est vrai. Ouais. D'accéder à la justice, d'accéder aux informations, de vulgariser l'information. De le rendre C'est exactement intelligible, ça. Ouais. Très bien, super. Merci beaucoup, Marie. Merci à Marie. vous deux, c'était un C'était plaisir. très cool. Merci de nous avoir écoutés, toutes les personnes qui sont là. On espère que ça vous a plu Et n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux. sur tous les réseaux. Et bien à très vite, parce que là, je pense que c'est la trêve de fin d'année, donc on va faire un petit break de quelques semaines avant de revenir possible. en 2018. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à nous envoyer un mot sur les réseaux. À bientôt et passez d'excellentes fêtes.